Entre le moment où on a eu l'idée de The Braderie, qui est en grosso modo fin mars 2018, et le moment où on lance notre première vente, il y a un mois tout pile. On a 25 ans, on va repartir de zéro. Honnêtement, quand je regarde, je me dis, mais honnêtement, ça marchait tellement pas que c'était kamikaze de continuer. Et pendant le deuxième confinement, on lance la vente à 9h du matin dimanche. À 11h, on avait fait plus d'1 million d'euros en 2 heures. Salut Tim, je suis content de te recevoir sur cette série. Avant d'en savoir plus sur The Braderie, on peut savoir qui est Timothée. Est-ce que tu peux te présenter? Salut Karim. Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Timothée, j'ai 31 ans. Je suis le cofondateur de The Braderie que j'ai créé il y a 7 ans avec Edouard, mon meilleur pote d'enfance. Donc voilà, honnêtement, je parle en mon nom, mais je parle aussi au nom d'Edouard parce qu'on a à peu près, on a le même parcours à l'identique depuis 20 ans. On s'est rencontrés dans un club de foot quand on avait 10 ans. On était collège, lycée ensemble. On a fait nos études ensemble à LSI à Londres. Et c'est là qu'on a créé notre première boîte quand on avait 18 ans. On gérait des appartements d'étudiants sur Airbnb. Et voilà, ensuite on a chacun bossé un petit peu à Londres dans des grandes boîtes. Moi j'étais en banque chez JP Morgan et Edouard était chez Amazon. Ça nous a très très vite embêtés, donc on n'est pas resté longtemps. Et on est parti pour remonter une autre boîte dans la logistique e-commerce quand on avait 21 ou 22 ans, avec d'autres associés. Donc en fait, on gérait une boîte qui proposait des services logistiques à des marques qui vendaient en ligne. Donc on gérait toute leur logistique e-commerce. Et c'est là en fait qu'on a commencé à comprendre que voilà, en fin de collection, les marques avaient du stock, qu'il y avait des invendus. Et en fait, on a commencé à creuser ce sujet-là avec les marques, puisqu'elles nous disaient, balance mon stock de l'année dernière à VP ou à Showroom, ou en fait à nos concurrents aujourd'hui, enfin aux concurrents de The Braderie. Et en fait, on a commencé à comprendre que, les marques assez haut de gamme commençaient à être un petit peu réticentes d'aller sur ces plateformes qui étaient devenues des plateformes très mass market. Et à côté de ça, on voyait que toutes nos copines n'achetaient pas du tout sur VP, pas du tout sur Showroom, alors qu'en vrai, en théorie, on se disait, c'est un péno, le truc, il y a des belles marques, des prix réduits. On est jeune, on a moins d'argent que nos parents, on aime bien les marques, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas bien. Et en fait, on voyait que toute la communication, toute la sélection des marques, elle n'était pas adaptée à notre génération. Et donc, c'est comme ça qu'en fait est un petit peu née l'idée de The Braderie, qu'on a créée en 2018. Et le but, c'était de se dire, on va faire une plateforme où on va faire beaucoup moins de ventes, on va beaucoup mieux sélectionner les marques, on va aller chercher des petites marques de créateurs, des créateurs parisiens, français ou même étrangers, et des très belles marques haut de gamme que tout le monde veut. Et ces marques-là, on va les proposer à prix réduit, puisqu'en fait, ce qu'on vend, c'est les anciennes collections. Donc voilà, on s'est lancé en 2018. Aujourd'hui, la boîte a une taille différente. On a à peu près 70. On a fait quasiment 100 millions d'euros de GMV l'année dernière. Donc voilà, donc la boîte a super bien grandi et l'aventure continue, quoi. Et deux petites questions beaucoup plus perso, mais tu fais du sport en particulier? Tu fais un sport en particulier? T'aimes faire la fête? T'écoutes un type de musique? Ouais, tu sais que j'aime bien faire la fête puisque l'année dernière, on avait parlé pour un festival à Lisbonne où tu m'avais trouvé J'y des vais places. cette année d'ailleurs. Tu vas cette année? Ouais, c'est cool si on y retourne Ah, mais ensemble. moi, j'y vais aussi. Début Ok. juin. Ouais. Bah on y sera. Donc on y sera. Donc voilà, donc j'aime bien faire la fête. C'est le Moga Festival pour ceux qui veulent. Exactement. Et que j'avais déjà fait il y a 2 ans et j'ai pas fait l'année dernière. Donc ouais, j'aime bien faire la fête. Et sinon, ouais, je fais beaucoup de sport. J'avoue que je me suis pas mal intéressé, comme pas mal d'entrepreneurs, etc. Un peu, tu vois, au bien-être. Enfin, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de foot quand j'étais petit. Et ensuite, voilà, j'ai fait pas mal de courses à pied. J'ai couru un marathon il y a 2-3 ans où je m'étais un peu chauffé. Et voilà, je fais juste un peu gaffe. Et ouais, voilà. Pourquoi je te pose la question? Parce que j'ai l'impression que la question d'après, c'est un peu ce que tu as une routine matinale. Parce que à chaque fois que je regarde des shorts ou YouTube, tu as tout le monde qui te donne l'impression que faut faire le monk mode, faut pas sortir chez soi, faut être en face d'un mur, faut avoir un rituel mais millimétré, pas faire la fête, pas boire d'alcool, etc. Et parfois, euh, pas forcément. Tu vois, j'ai parlé avec un certain nombre de personnes. Toi, tu as un rituel matinal que tu fais à chaque fois? J'avoue, je suis assez cadré quand même dans mon rythme. En fait, j'adore faire la fête, j'adore faire du sport. J'ai quand même pas mal de boulot. J'adore voir mes amis, hein. Donc en fait,
je me suis un peu rendu compte avec le temps que c'était très difficile de tout faire de manière désorganisée. Donc en fait, j'avoue que je suis assez organisé dans ma semaine. Genre, je bois pas une goutte du dimanche au jeudi. Donc en fait, pendant 4 jours, je m'enferme. Enfin, je suis vraiment focus taf et sport. Je me réveille le matin, bon, quasiment toujours à la même heure. Souvent, je vais faire du sport le matin ou du sport au déj. J'avoue que je me réveille, je prends une douche froide tous les matins. Ah bah, Ça, comme ça quoi. fait, ça fait cliché, mais en vrai, je le fais vraiment. Et honnêtement, je trouve que enfin, ça change la donne parce que même quand tu es crevé, t'as pas envie de le faire. Et en fait, tu commences un peu ta journée par te faire un peu mal, mais les effets sont assez ouf, hein. Genre, généralement, quand je suis vraiment crevé de mauvaise humeur, je me réveille, je me rends dans ma douche chaude. Mais en fait, j'ai une brosse à dents My Variation, je sais pas si tu vois. Ça dure 2 minutes. Et en fait, je me mets une douche froide de 2 minutes pendant les 2 minutes de My Variation. Et en fait, tu sors de ça, la douche glaciale, elle te choque tellement que tu sors. Et j'ai oublié tous les trucs que j'avais en tête avant. Et en fait, juste tu sors et je sais pas, t'es tout neuf. Donc j'avoue que je fais ça tous les matins. Donc ouais, je suis assez cadré. Et à partir du jeudi, je me laisse beaucoup plus de liberté. Mais parce qu'en fait, le début de semaine, j'étais assez rigoureux, tu vois. Ok, hyper clair. Le bonjour à Martin de My Variation Ouais, bien qu'on sûr. connaît, qui est hyper sympa. Ouais. Et content que la brosse à dents te Et plaise. Alors. d'ailleurs, c'est Martin qui nous avait fait une intro à l'époque. On s'est rencontrés grâce à My Variation, je crois. Ah, je Non? sais. Ça ou une J'ai un autre doute, introduction, peut-être. faudra qu'on revoie. Ok. C'était 1 an et demi, mais c'est Non, vrai. c'est pas Martin qui m'en avait parlé. Et aujourd'hui, tu vois, The Braderie, vous transformez les invendus en une expérience hyper originale, mais à quel moment tu t'es dit, juste là, go, c'est ça. Là, ça marche, je le sens, et il faut pas changer d'idée. Donc, ouais, alors en fait, quand on est parti, on est parti de notre ancienne boîte Wing avec Edouard fin 2017. On s'était dit, ok, on prend 2 mois, on part chacun de notre côté. Ça fait 20 ans qu'on se voit tous les matins, on n'en pouvait plus. Edouard est parti en voyage en Amérique du Sud, Amérique centrale. Moi, je suis parti en Inde. Et on se parlait quand même pas mal pendant le truc. On disait, bon, bah, ça va être quoi notre prochaine boîte? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On savait qu'on allait se réassocier. Euh, et en fait, je pense que tu vois, avec Edouard, on n'est pas du tout Enfin, on n'est pas du tout. Oui, honnêtement, il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'est pas des visionnaires. Tu vois, je pense qu'on n'est pas des Steve Jobs. En revanche, je pense qu'on est assez opportuniste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je pense que quand on voit une opportunité, on n'est pas là à se dire pendant des heures dans des salles de réunion et qu'est-ce qu'on va faire, etc. Il y a un moment, en fait, on voit l'opportunité, on se dit, OK, là, on voit un truc, on connaît un peu le marché parce qu'on a bossé dedans avant. OK, on connaît quelques marques parce qu'on a bossé avec des marques dans notre ancienne boîte. OK, on voit le truc. On a peut-être quelques autres idées, mais ce truc-là, on le connaît bien. On tente et ensuite on verra. Mais en fait, on se lance. Mais entre le moment où on a eu l'idée de The Braderie, qui est en grosso modo fin mars 2018, et le moment où on lance notre première vente, il y a un mois tout pile. En un mois, on a contacté des marques, on a créé le site de A à Z, on a lancé le site, on a créé la boîte, on a tout fait. Et un mois après, on lançait. Et en fait, on se disait, OK, on lance, on voit ce qui se passe, les feedbacks qu'on a, etc. Et ensuite, si ça marche pas et qu'il y a zéro traction, on arrête. S'il y a un peu de traction, on continue, etc. Et en fait, ça a toujours été comme ça, tu vois. En fait, on a lancé, alors évidemment, on a vendu 3 produits à ma mère et mon beau-frère et mon truc, mais c'est tout. Et en fait, on a fait d'autres ventes, d'autres ventes. Je me souviens qu'on a fait des ventes, c'était horrible. On a fait des ventes où ça faisait genre 2 mois qu'on avait lancé et on fait une vente où on promet monts et merveilles à la marque, évidemment. On dit qu'on va vendre 50 produits, ce qui était gigantesque pour nous à l'époque. On lance la vente, on vend 0 produit. C'est-à-dire que pour le coup, même ma mère n'avait pas acheté un produit. Et là, je me souviens qu'Edouard, il devait appeler la marque pour lui expliquer qu'on n'avait rien vendu. Parce que le mec nous disait alors, la vente, elle se lance comment? On avait 0 produit vendu. Donc là, on a dû lui dire oui, il y a eu un bug sur le site, il y a eu un bug sur le site, ça n'a pas marché. Alors juste qu'en fait, on n'arrivait pas à vendre. Mais voilà, en fait, on a lancé comme ça. On a fait vente après vente, et puis tu tweaks un petit peu quelques trucs. Et puis, on a une ou deux ventes où on vend mais vraiment 20-30 produits, mais 10-15 à des gens que tu connais pas. Et en fait, on se dit, putain, bon, ok, il y a quand même un truc. Bon, c'est tout petit, mais ça vaut le coup de tester. L'été passe, et en septembre, on fait une première vente où ça marche pas trop mal. On se dit, ok, pas mal, on continue. Et puis, en vrai, mais pendant 6 mois, un an, tous les matins, on se réveillait, on se posait la question de est-ce qu'on arrête, hein. Mais on se disait, ok, on continue. Et puis, tu as 2-3 bonnes nouvelles qui font que tu sais pas trop pourquoi tu continues. Honnêtement, quand je regarde, je me dis, mais honnêtement, ça marchait tellement pas que c'était kamikaze de continuer ce truc. Ça a duré combien Il de y avait temps aucune ce traction. moment Ça où a ça duré longtemps, marchait quand même. pas? Ça a duré, je pense que ça a vraiment marché. Au bout d'1 an? Enfin, ouais, ça a vraiment commencé à avoir une traction un peu plus solide au bout de 10-11 mois. Genre février-mars 2019. Ok, donc faut de la Avant, résilience. on faisait une vente, puis on n'avait pas de vente pendant 2 semaines parce qu'on n'avait pas de marque. Et quand tu faisais une marque, tu vendais 3 produits. Bon, c'était compliqué.
Et comment vous avez réussi à convaincre les marques de luxe de proposer leurs produits sur The Braderie? Bah, en fait, ce qu'on leur disait, c'était cette phrase qu'on a répétée autant de fois, c'est nos concurrents vendent à nos mamans et nous, on vend à nos copines. Et en fait, tes anciennes collections que tu es prête en tant que marque à vendre à moins 70%, est-ce que tu préfères la vendre à une dame de 45 ans qui a probablement l'argent d'acheter ta marque plein pot ou qui, si elle ne l'a pas en fait et n'est pas intéressée par ta marque plein pot, ne le sera probablement jamais? Ou est-ce que tu préfères vendre à sa fille qui, ok, elle a 25 ans, elle sort d'études, etc. Mais en fait, si tu arrives à la catcher, si ça devient une fille qui aime bien ta marque, elle a 30 ans devant elle Elle ou achètera plein pot. 60 ans devant elle. Et donc, en fait, ça, c'était notre argument. Mais sauf qu'au début, ce qui était dur, c'est qu'en fait, ils nous disaient, oui, c'est très bien ton truc, mais tu as 3 followers sur Instagram, t'as ni la mère ni la fille. Et en fait, et donc, voilà, donc évidemment, c'est un travail de conviction. Et là-dessus, il faut quand même le dire, je pense qu'on parlera de comment on se répartit le travail avec Edouard, mais Edouard, c'est lui qui allait chercher les marques et il est imbattable. C'est le meilleur commercial de Paris de très loin, je pense. En fait, il est trop fort, il crée des liens de fou avec toutes les marques. Et donc, en fait, il réussissait à convaincre des marques. Chaque fois qu'il revenait, il me dit, bon, bah, cette marque, elle est OK. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il leur a raconté? C'est pas possible, on n'a rien vendu jusqu'ici. C'est incroyable. Donc, Bah, venons-y alors, cette séparation des tâches entre Edouard et toi, qui fait quoi? Ça a pas mal évolué parce qu'au début, tout le monde fait un peu tout. Et sachant qu'on a vraiment le même profil, tu vois. On parle souvent dans l'entrepreneuriat de complémentarité, etc. Nous, on est l'exception qui confirme la règle parce que on a le même background, on a fait les mêmes études, on a les mêmes expériences, on a tout fait pareil. Il n'y en a pas un qui est développeur et l'autre qui est commercial. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que tout est interchangeable. Donc c'est un risque au début parce que tu peux un peu te marcher dessus. L'avantage, c'est qu'en fait, vu qu'on a commencé à travailler ensemble quand on avait vraiment 18 ans, quand on a lancé The Braderie, on était super jeunes parce qu'on avait 24 ans, mais ça faisait 6 ans qu'on bossait ensemble dans des boîtes. Donc on avait quand même senti que oui, j'aurais peut-être pu faire le commercial, mais je l'aurais fait 100 fois moins bien qu'Edouard, tu vois. Donc en fait, c'était assez clair qu'Edouard allait être le commercial dans la boîte. Donc en fait, comment se répartit les tâches? C'était assez simple. Edouard, il gère la partie B2B et moi, je gère la partie B2C. Donc Edouard, il gère toute la partie avec les marques, qui est le cœur du réacteur, parce que sans marque, on vend rien. Et moi, je gère toute la partie client. Donc, ça a été longtemps la logistique, les opérations, etc. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui les gère. Et surtout le marketing. C'est comment est-ce qu'on crée une marque pour The Braderie, comment est-ce que The Braderie, ça rayonne au-delà des marques qu'on vend, et comment est-ce qu'en fait, on arrive à créer un produit, une app, un site qui plaît à nos clients. Et donc, toute la partie Head of Sales ou autre, on va la remettre à Edouard. Et toi, tu vas prendre la partie CEO et CMO que tu as délégué il n'y a pas longtemps. Et tu parlais d'Instagram, qui est un gros canal chez vous. C'est déterminant, vous avez plus de 700 000 abonnés. Comment tu as construit cette stratégie en te disant, Insta, je sens que c'est ça où il faut envoyer la sauce? En fait, à l'époque, quand on s'est lancé, on se disait même, en fait, on pensait que on pensait qu'en fait, Instagram allait aller beaucoup plus loin sur le social commerce. Tu vois, en fait, les rumeurs qu'il y avait à l'époque et même les premiers tests qu'ils faisaient, c'était vraiment tu peux acheter sur Instagram, etc. Ça n'a pas pris. Et en fait, dans cette optique-là, nous, le pari qu'on voulait prendre, c'était de se dire en fait, il va falloir être très fort sur Insta parce que les gens, ils vont acheter sur Insta. Et donc, dans cette optique-là, on s'est dit il faut qu'on soit bon sur Instagram. Donc, on a investi pas mal d'argent et de temps dessus. Euh, En fait, bon, c'est un peu une question, enfin, c'est un peu un sujet, tu vois, même de ta stratégie marketing globale, tu vois. Mais je pense que un truc sur lequel on a été assez bon avec Edouard dessus, c'est que on a assez vite compris le réseau Instagram. Et en fait, on a assez vite compris, je pense, plutôt que beaucoup de gens, et euh, un peu à contre-courant de ce que faisaient toutes les marques, que en fait, Insta, oui, les gens, ils vont être inspirés par un achat sur Insta, mais ça les emmerde au plus haut point qu'on leur matraque de publicité, de trucs acheter, acheter, acheter toute la journée sur Instagram. Et en fait, ce que faisaient les marques à l'époque, c'était, tu regardais les comptes Insta des marques, c'était ça c'est mon produit, achète-le, ça c'est mon produit, achète-le, ça c'est mon produit, achète-le, ça c'est ma nouvelle collection. Et en fait, c'est trop relou. En fait, personne n'a envie de ça quand tu ouvres ton Insta, tu vois les photos de tes potes ou les stories de tes potes, t'as pas envie qu'on te matraque. Et en fait, nous, assez vite, on s'est dit, non mais en fait, Insta, c'est pas l'endroit où on va générer notre chiffre d'affaires, c'est l'endroit où on va générer de la notoriété sur The Braderie. Donc c'est important d'être très gros et d'y investir du temps. Mais en revanche, nous, le contenu qu'on doit mettre, c'est pas du contenu commercial, c'est du contenu autour des valeurs de The Braderie, de notre génération, de toute la génération de nos clients. Donc on fait beaucoup de, tu vois, de mèmes, on reprend toutes les, je sais pas, tous les trucs un peu cultes de la génération années 90, années 2000, tu vois, années 80, les trucs à la Friends, tous ces trucs-là qui font qu'en fait, les gens, quand ils nous suivent, ils comprennent ce qu'on fait parce que quand même, de temps en temps, on va quand même
mettre des trucs commerciaux, tu vois, on n'est pas non plus un média, mais en fait, on va avoir beaucoup de trucs très engageants où les gens se disent, putain, ils sont trop forts, ils sont marrants, putain, mais ils pensent exactement comme nous. En fait, The Braderie, c'est sympathique. En fait, on devient sympathique dans la tête des gens. Et derrière, évidemment, sur nos très grosses ventes ou sur nos stories, on va mettre un petit update en mode, bon, bah voilà les ventes du jour, tac, tac, tac. Mais on va aussi faire des concours, des trucs sympas, tu vois. Et ça, on l'a compris assez vite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on a un engagement, on tape entre 10 et 20 000 likes sur nos posts. Personne avec un compte commercial comme nous ne tape ça. En fait, à part si tu achètes des likes, nous, ce qu'on n'a jamais fait et ce qu'on fait pas, en fait, personne ne tape cet engagement-là. Tu vois, on a des vidéos, parfois c'est pris par les algos, on fait des 70 000 likes, les trucs, enfin, tu vois, mais juste parce qu'en fait, on crée du contenu qui est foncièrement intéressant, qui fait rigoler les gens et qui a souvent quand même un petit lien avec The Braderie, avec ce qu'on propose. Mais c'est pas l'endroit, tu vois. Et nous, souvent, l'exemple qu'on prenait avec Edouard, c'est de se dire, notre Insta, c'est un peu comme notre boutique sur les Champs-Élysées, si on en avait une. C'est pas là où on va faire 90% de notre chiffre d'affaires. On va rien faire, on va faire une goutte d'eau dans notre chiffre d'affaires. Mais en revanche, c'est important d'être là. Parce qu'en fait, quand les gens ils se baladent sur les Champs-Élysées, bah, ok, tu t'imposes. Si t'es là et que t'es fort, tu t'imposes. Bah, nous, notre Insta, c'est pareil. Quand aujourd'hui, en vrai, quand on te parle d'une marque, ton réflexe, c'est quasiment plus d'aller sur Instagram la checker que sur Google. Bah, tu arrives sur The Braderie et tu vois que le compte il est ultra engageant, qu'il y a 700 000 followers, etc. Bah, tu dis ok, bon, bah, c'est des gens sérieux en face. Et c'était un petit peu la stratégie qu'on avait. Et donc, Instagram, aujourd'hui, vous l'avez poussé, bien comme il faut. Et on a l'arrivée de TikTok, on entend de plus en plus. Et mars, ce mois-ci récemment, il y a le TikTok Shop qui a été lancé. Est-ce que c'est une initiative que vous allez prendre? Est-ce que vous y pensez? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'on était un peu lent, tu vois, sur TikTok, enfin, en y repensant, tu vois. On a regardé l'opportunité depuis le Covid, où il y avait vraiment eu un boost sur TikTok. Puis on avait toujours un petit peu cette approche de dire ouais, mais est-ce que ça va convertir? Les gens sont peut-être trop jeunes, etc. Et donc on a mis un petit peu du temps à y aller fort, alors qu'on voyait d'autres marques, tu vois. Tu avais genre Merci Andy, tu vois, qui était super fort très tôt sur TikTok, tu vois, qui ont été vraiment bons dessus. Nous, c'est pas un truc qu'on a été excellent. Euh, alors qu'en vrai, c'est super important. Ça convertit bien. Et en effet, là, ils lancent TikTok Shop, donc fin mars. Nous, on a la chance, on fait partie des boîtes qui sont un peu présélectionnées pour lancer avec eux en France. Donc ouais, honnêtement, on va investir beaucoup de temps et d'argent dessus. Parce qu'on voit l'opportunité, tu vois. Honnêtement, les gens, ils passent beaucoup de temps dessus. C'est des codes qui sont complètement différents. C'est ça qui est dur, c'est qu'en fait, tu peux pas, comme à l'époque, tu vois, genre, tu pouvais pas mettre ton contenu Facebook sur Instagram quand Instagram s'est lancé. Ça ne marchait pas. En fait, c'est pas les mêmes codes. Bah, sur TikTok, c'est un peu pareil. Et tu peux toujours avoir le raccourci de dire que ta vidéo qui marche bien sur Insta, tu veux la mettre sur TikTok et que ça va être pareil. Non, il faut vraiment avoir une stratégie séparée. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ça prend un petit peu de temps. Mais ouais, c'est sûr qu'avec TikTok Shop, ça a un gros potentiel. Et aujourd'hui, c'est toi qui endosses cette casquette de CMO. Ouais. Et comment ça se passe au quotidien? Il y a une journée Euh, type? non, il n'y a pas de journée type. En vrai, je suis CMO, euh, pas par défaut, mais parce qu'en vrai, j'adore ça et j'aimerais bien y passer beaucoup plus de temps. Mais en fait, la réalité, c'est que j'ai l'impression que tous les mois, je me dis, bon, là, c'est bon, là, les deux, trois gros sujets sont derrière moi. Maintenant, je suis full market, je pense qu'à ça, etc. Et là, tu t'es sûr que dans la semaine, tu te prends un truc qui tombe, un truc comptable, une clôture de compte, des trucs qui fait qu'en fait, tu passes 4 heures dans la semaine et tu te dis, c'est pas possible. Mais où est-ce que le temps passe? Donc voilà, donc non, mais en vrai, ça reste quand même mon sujet principal. Mais on a des équipes market qui sont honnêtement super fortes. Enfin, notamment, tu vois, toute la partie Insta et tout, c'est pas du tout moi qui fait, qui fait. Et elles sont ultra fortes parce qu'en vrai, elles arrivent à créer un engagement de fou. On est super bon sur l'influence aussi. Enfin, honnêtement, on a une super équipe marketing. Mais ouais, aujourd'hui, ça reste quand même mon sujet principal, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on fait venir du monde, quoi? Comment est-ce qu'on va chercher je sais pas, 100, 200 000 nouveaux acheteurs cette année, comment est-ce qu'on fait revenir les gens, etc. Et j'avoue que j'aime bien parce que je trouve qu'il y a, sur le marketing B2C, il y a un vrai... Tu as besoin vraiment de deux cerveaux, tu as vraiment besoin d'avoir une partie très analytique aujourd'hui dans le marketing, tu vois, où c'est vraiment quand même des chiffres. Et je pense qu'il faut être assez matheux pour bien comprendre tout ce qui se passe. Euh, mais il faut quand même être assez créatif parce que même aujourd'hui, le contenu, il est consommé tellement rapidement et ça change tellement vite que tu es obligé de tout le temps réfléchir à des nouvelles idées de contenu, d'ads, de campagnes que tu vas faire, etc. Donc ouais, non, c'est assez cool. Et entre l'app et le site, je pense que vous avez eu des gros défis, soit techniques, soit logistiques. Ouais. Est-ce que vous avez eu... Je suppose que c'était pas une mince affaire. Tu as eu deux, trois galères, entre grands guillemets, que ce soit sur l'app ou sur le site internet, tu te dis, purée, là, il y a une vraie difficulté technique. Et celle-là, on l'avait pas prévue.
Ouais, honnêtement, ouais, on en a eu pas mal. En fait, donc Edouard et moi, on s'est pas codé. Et notre premier développeur, il est arrivé il y a genre 1 an et demi. Et donc la boîte, on a fait 5 ans sans développeur. Ok. Donc on avait des agences qui nous aidaient, mais on a créé le site nous-mêmes. On a fait genre 1 500 000 euros sur un site qui nous a coûté 0 euros. Pour te dire, tu peux acheter des thèmes sur Shopify et les thèmes, c'est à 200 euros. C'est pas non plus le bout du monde quand tu lances une boîte. On avait pris un thème gratuit parce qu'on n'avait même pas 200 euros à mettre dans un thème. Donc, le site, c'était un château de cartes, mais ça marchait super bien. C'était un peu toute la force de Shopify, hein. Mais ça marchait super bien. Juste au bout d'1 an et demi, on commençait à avoir un peu de traction. On s'est dit, bon, ok, on investit un peu dessus. Mais donc en fait, vu qu'on n'a jamais eu de dev, on avait quand même parfois des problèmes. Ensuite, on a lancé une app avec un outil qu'on avait trouvé aux US qui transformait ton Shopify en app. Mais honnêtement, on a fait des coups de génie dessus. On a passé, sans mettre 1 euro de marketing sur l'app, on est passé de 0 à 60% de notre chiffre d'affaires sur l'app avec des meilleures rétentions, etc. Sans un développeur, sans rien. On faisait tout nous-mêmes. Il n'y a pas un mec qui savait coder une ligne dans la boîte. Et ensuite, tu arrives à un certain niveau où en fait, tu vois, c'est un peu une approche 80-20. C'est on va mettre 20% des efforts et on va avoir 80% des résultats. C'est très bien, mais en fait, il y a un moment, tu arrives à des niveaux, des ordres de grandeur où en fait, aller chercher les 20% d'extra, bah, ça commence à valoir le coup d'investir fort pour les avoir, tu vois, parce que bon, ça devient le sujet, tu vois. Et donc voilà. Mais bon, on a eu pas mal de merde. Je pense à pas mal de trucs. Bon, logistique, on a eu des soucis quand on changeait. Tu vois, il y a des moments où on a changé d'entrepôt parce tu vois, la boîte, elle a fait en termes de volume d'affaires et de chiffre d'affaires en gros encaissé sur le site. On a fait 200 000 la première année, 1,2 la deuxième, 10 la troisième, 30 la quatrième. Donc en fait, on est passé de 0 à 30 en 4 ans. Et en fait, ta logistique, quand tu fais 200 000, c'est Edouard et moi chez mes grands-parents. Et quand tu fais 30 millions, bah, c'est pas pareil, tu vois. Donc, et entre-temps, on a changé 2 fois de logisticien. Et puis, tu commences à faire 2-3 millions d'euros par mois. Panier moyen tu vois, panier moyen à 100 euros. Tu commences à expédier 20 000 commandes par mois. Ça fait beaucoup de travail, tu vois. Tu expédies 1000 commandes tous les jours. Bon, bah ça, tu vois, on a eu des problèmes quand on changeait de logisticien. Je me souviens qu'on avait fait une vente Sandro, on avait fait un énorme carton. On lance la vente. C'était pendant le deuxième confinement. On lance la vente à 9h du matin dimanche. À 11h, on avait fait plus d'1 million d'euros en 2 heures. Ça s'appelait avec Edouard, on pleurait au téléphone. C'est incroyable. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Et donc, en fait, on était comme des fous, sauf que derrière, il a fallu gérer la logistique. Et on a eu un enchaînement de problèmes. On avait fait une autre marque, leur entrepôt a brûlé. Ils ont mis du retard à nous livrer. Donc, en fait, on n'avait pas on devait expédier la vente 1 avant Sandro. Et en fait, la vente 1, le stock est arrivé en même temps que celui de Sandro. Donc, on n'avait pas genre 15 000 commandes à expédier, mais on avait 25 000 commandes à expédier. Ça a pris 1 mois. On a eu 1 mois de retard. Ça a été très compliqué. Nous, on était au four et au moulin avec Edouard et avec les équipes. Tu vois, on prenait les clients au téléphone, etc. Mais ça, c'était une grosse galère. Et galère technique, on a un moment changé de checkout sur notre app. Et on a eu un problème dans notre API de paiement qui faisait qu'il y avait des gens, on ne savait pas pourquoi, il y avait 10% des paiements. Si tu payais 200 balles sur The Braderie, tu étais prélevé 4 fois. Ok. Il y a des commandes à 1000 euros où ça faisait mal. Donc là, là pareil, quoi. C'est très très vite galère et c'est compliqué parce que quand tu n'as pas de développeur en interne, tu ne maîtrises pas tout. Et on avait une agence, tu vois, qui n'était pas à la hauteur et donc bon, bah, ça nous a créé quand même beaucoup de problèmes. Quand tu dis une agence, c'est une agence spécialisée. De dev. Une agence de dev. Ouais. Donc c'était des développeurs qui venaient, Exactement. qui t'ont codé pour vous. Ok. Et en plus, tu parlais d'innovation tout à l'heure entre le TikTok, l'Insta, etc. Mais j'ai vu que vous avez lancé plusieurs choses. Première, c'est les stories Insta un peu sur votre app et aussi l'agenda club. Ouais. Ouais. D'où vous est venue l'idée et pourquoi? Non, bah en fait, nous, le but, c'est d'essayer de créer une expérience sur l'app qui est la plus native possible. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, l'expérience sur The Braderie, c'est de scroller des ventes. Et en fait, aujourd'hui, bah, les gens de notre communauté, leur réseau numéro 1, c'est Insta, tu vois. Donc, en fait, ils ont 2 consommations de contenu. Ils ont le scroll vertical et les stories. Et donc, en fait, assez rapidement, on s'est dit, OK, bon, bah, ce serait intéressant d'incorporer ça. Et nous, ça correspond bien parce qu'en plus, on fait des ventes éphémères. Les stories, c'est du contenu qui est éphémère sur les réseaux. Donc, ça matchait bien. Donc, pareil, on a bossé avec Join qui propose, en fait, justement, cette solution de mettre des stories sur ton site ou sur ton app. Et on a réussi à lancer ça assez rapidement. Donc, c'est cool. Ça permet de montrer nos nouvelles ventes ou nos actualités de manière un petit peu différente. Et l'agenda club, hyper sympa. J'ai vu que Ouais, plein d'offres. Ouais, Agenda Club, c'est cool. Hier.
En fait, Agenda Club, c'est pareil. C'était de se dire, OK, on a une grande communauté aujourd'hui. Tu vois, on a plusieurs millions de personnes dans notre base. Euh, c'est de se dire, OK, bon, bah, pareil, un petit peu ce que je te disais sur Insta, c'est oui, les gens, ils viennent sur The Braderie pour acheter. Mais en fait, ils viennent parce qu'en fait, The Braderie, c'est synonyme de bon plan. En fait, tu arrives sur The Braderie, tu dépenses pas forcément moins que si tu allais dans un site un peu pourri. Mais c'est juste qu'en fait, pour le même prix, tu as un truc beaucoup mieux. Et c'est un bon plan. Et de manière générale, les gens aiment bien les bons plans. En fait, on s'est dit, mais on devrait aller plus loin parce qu'en fait, on a toute une équipe de gens dans la boîte qui sont, tu vois, des gens de notre âge, qui ont entre 25 et 35 ans, et qui font plein de trucs le week-end, etc. Bah, venez, on fait un kiff de contenu pour nos abonnés, un petit peu différent, où en fait, juste tous les vendredis, on va leur proposer les plans du week-end. On commence à Paris parce que notre base, elle est, c'est la ville la plus forte dans notre base. Mais on va le faire aussi ailleurs, dans les grandes villes de France. Et c'est de se dire, bon, en fait, tout le monde, un peu le vendredi, se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Ok, je vais peut-être aller à cette teuf. Samedi après, je sais pas trop ce que je vais faire. Bon, bah, en fait, au moins, tu auras un peu ce programme-là du week-end avec les bons trucs du moment. Et en plus de ça, vu que The Braderie, c'est synonyme de bon plan, des bons plans. Donc, en mode, tu vas dans ce resto, tu viens, tu montes l'appli The Braderie, bah, en fait, tu as un verre de vin offert, tu as un cocktail offert, tu vois, tu as un truc sympa. Toujours pour qu'en fait, bon, bah voilà, The Braderie, là, on gagne rien dessus, tu vois, c'est pas du tout commercial. Mais tu te renforces en fait dans la tête des gens en se disant putain, ce braderie c'est cool, c'est sympa, c'est un bon plan, c'est un bon partenaire quoi, tu vois. C'est un peu ce qu'on veut montrer aux gens. Et pour la stratégie de marque et le branding, en plus, ça apporte une. Exactement, bien sûr. Vous Ouais, réapparaissez. ouais, tu réapparais exactement, mais sur un truc un petit peu différent, c'est cool. Vous faites des shootings en interne quand vous prenez une nouvelle marque ou tout est externalisé ou comment ça se passe aujourd'hui? On le fait parfois, Ok, mais pas régulièrement, tu vois. Pour les très grosses ventes, les très belles ventes, où voilà, on discute avec la marque, on veut montrer la marque d'un aspect différent, on veut un peu poser l'ADN The Braderie sur cette vente, on va pouvoir re-shooter. Et donc là, on organise tout. À l'époque, on le faisait pas mal. ça Euh, coûte combien si c'est pas indiscret un shooting? Comment ça se passe déjà? T'as besoin de on le fait bien très sûr un simple. photographe, un Ouais, studio et. on prend un photo. Non, généralement, on le fait en ville. On Ok, préfère. ok, Justement, c'était un peu notre ADN. C'était quand on s'est lancé, on faisait beaucoup de shooting et on faisait que des trucs en ville, tu vois. On voulait que ça soit genre une vraie fille de notre âge à la terrasse d'un café, tu vois. ok. Mais pas un truc en studio fond vert où t'as quelqu'un qui est comme ça avec un sac dans la main, personne fait ça. Enfin, tu vois, ça correspondait pas du tout, tu vois. Et justement, quand on s'est lancé, c'était l'opportunité, c'est qu'on voyait que nos concurrents, nos concurrents, ils faisaient des shootings immondes. Enfin, honnêtement, tu vois, c'était des trucs sur fond vert. Personne, enfin, en tout cas, dans notre génération, ça tente personne, tu vois. C'est pas, enfin. Donc, en fait, on s'est dit, ok, non, nous, on va vraiment le faire le truc différent. Nous, on veut que ça soit notre copine dans la rue à Paris un peu fraîche qui est là et qui se balade et qui est habillée par telle ou telle marque. Cool, tu vois, avec un beau manteau, un beau jean, des belles bottines, etc. Tu vois. Donc un photographe, Une mannequin. et Une une mannequin. mannequin et notre équipe de direction artistique. Ok, Luce, notre premier employé, c'est Luce. Et c'était enfin, c'est une directrice artistique. C'est encore la- un peu la directrice de création de The Braderie aujourd'hui. Et elle est arrivée, tu vois, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ok. Super expérience alors. ouais. Ouais. Et tu parlais d'agences tout à l'heure, d'agences dev, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez avec des agences? Si oui, comment tu les choisis? Est-ce que c'est principalement bouche à oreille ou est-ce que vous diguez sur Internet? Et Ouais. Ouais, bouche à oreille. bouche à oreille Ouais. principalement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, je ne sais pas, le top 3, tu as agence développement web, agence qui va te faire l'acquisition de trafic. Et est-ce que toi, tu en vois d'autres qui. Est-ce que tu as une agence logistique ou. Parce qu'à mon avis, ça existe, tu vois, je vois beaucoup plus aujourd'hui de développement sur Amazon, un certain nombre de choses. Alors, sur la logistique, nous, on a plutôt tu vois, des partenaires logistiques qui gèrent notre log. C'est externalisé. Mais c'est vraiment un prestataire, c'est un peu différent, je dirais, d'une agence. Nous, les agences, oui, en effet, c'est des agences de dev. On en a quelques-unes avec qui on bosse. Euh, enfin, aujourd'hui, on a internalisé la partie développement, mais on a quand même des agences qui peuvent nous conseiller sur certains trucs. Euh, et ensuite, on a une agence sur la partie acquisition. Et pareil, en fait, sur ces agences-là, en vrai, soit je les découvre par bouche à oreille, c'est-à-dire que j'ai des copains qui ont des marques ou des boîtes qui me disent, nous on bosse avec eux, on a vu eux, ils ont l'air bien, etc. Soit en fait, tu vois, un peu, tu as des agences qu'on a un peu découvert parce que je suivais un peu des mecs qui postent un peu des updates sur Shopify, sur des trucs comme ça. Et j'allais voir quelqu'un qui réapparaissait. Donc je me mets à suivre un peu un expert du sujet. En fait, il se trouve que ce mec a une agence et donc tu rentres un peu en contact là-dessus. Ah, j'ai vu que tu avais réagi à cette update Shopify. C'est marrant, t'en penses quoi? Boum, t'es au téléphone, ok. Et
Et en fait, le mec, tu le connais, etc. Et tu finis par bosser ensemble. Tu as des conseils, un green flag, red flag sur une agence où tu dis si je vois ça, je vais pas. Si je vois ça, au contraire, ça me conforte et ça me met dans une belle position et ça me donne envie de commencer l'aventure avec eux. Ouais, en fait, moi, de manière générale, j'aime bien être le plus gros chez une petite agence que le plus petit d'une grosse agence. Ok. Déjà. Parce que je trouve que t'es un sujet important, tu vois. Et en fait, moi, les sujets de The Braderie, pour moi, c'est des sujets importants. Et j'aime pas. Ça me saoule quand je vois que la personne en face, t'as un petit sujet. Tu vois. Alors, le pire, c'est si le mec, il te dit, t'es un petit client. Bon, là, c'est même pas de l'ego, c'est juste qu'en fait, tu sais qu'en fait, factuellement, tu représentes peu pour lui. Donc, en fait, il va pas remuer ciel et terre pour toi. Et en fait, moi, j'ai envie qu'on remue ciel et terre pour The Braderie comme je le fais, tu vois. Donc, euh, donc j'aime bien, en fait, les boîtes indépendantes. Tu vois, notre agence d'acquise, c'est une agence qui s'appelle StrideUp. Bon, bah, ce que je kiffe trop, c'est que le fondateur, Mathieu, il est hands-on. Mais genre, je lui parle sur WhatsApp tous les jours. On s'appelle, il connaît tous mes chiffres par cœur, moi aussi. Nanana. Et quand on parle, c'est vraiment un vrai échange genre, de stratégie, tu vois. C'est pas un truc qui me fait une présentation une fois par semaine, qui m'envoie un truc. Tu vois, quand on a ça, évidemment, il y a une présentation, on parle des performances, mais il y a une connaissance de tout le monde et notamment du fondateur de l'agence, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un kiff. Ok. Donc J'aime bien c'est ça. un Enfin, gros. j'aime bien, en fait, nous, on est, avec Edouard, tu vois, on n'est pas du tout des, encore une fois, tu vois, je dis on n'est pas du tout des visionnaires. En vrai, honnêtement, c'est péjoratif, mais c'est un peu la réalité, tu vois. On aime bien être dans l'exécution et on pense qu'il y a une énorme vertu à rester dans l'exécution. Tu vois, on n'est pas là à avoir des strates de management pas possibles chez The Braderie, tu vois. Genre, Edouard et moi, sur chacune des ventes qui sort, on est involved dans le process de vente. Edouard, il va parler à la marque. Moi, je vais gérer le market. Tous les jours, j'ouvre mes ads managers, mes trucs de trafic, etc. pour voir ce qui se passe sur telle marque, etc. Et en fait, on est encore les mains dedans. Et il y a un moment de la boîte où on avait un peu structuré, on s'en était un peu sorti. Et en fait, tu perds super vite le fil, tu vois. Tu perds la connaissance du day-to-day. Et en fait, nous, on a un business de day-to-day, de bonne exécution. On lance entre 3 et 5 ventes par jour aujourd'hui sur The Braderie. Bah, en fait, la différence entre une bonne année et une mauvaise année, c'est une année où, en fait, bah, toute l'équipe, nous inclus, on est là sur chacun des détails et on va gagner 1-2% sur chacun des détails parce qu'on les travaille mieux, tu vois. Mais cumulé, ça fait une grande différence en fin d'année, tu vois. Ok, hyper clair. Et pour réussir à trouver des personnes qui vont acheter les produits de ces 3 à 5 ventes par jour, Ouais. vous avez une stratégie d'influence. J'ai vu que tu as peut-être. Est-ce que tu as une stratégie micro avec des moyens et des macro-influenceurs ou aujourd'hui, comment ça se passe un peu chez vous et chez Zwanry? Ouais, on a une stratégie un peu globale. En fait, on a tout un crew d'influenceuses. On doit avoir même 6 ou 700 influenceuses Ok, avec lesquelles on travaille de manière hebdomadaire. On leur partage les ventes et elles peuvent repartager. En fait, c'est un peu de l'affiliation. Si elles génèrent des achats, elles prennent un pourcentage, un cut du chiffre d'affaires. Et parfois, on va aussi bosser avec des influenceuses plus macro, qui ont 500 000, 1 million ou encore plus de followers. Et ça, c'est un peu plus du top funnel, tu vois, où elles vont vraiment parler de The Braderie. Alors, on va suivre leur performance aussi en achat, mais tu sais que tu as un bénéfice extra. C'est que non seulement tu vas avoir peut-être 10, 20, 100 ou 200 achats, mais tu vas surtout avoir 300, 400 000 personnes qui vont entendre parler de The Braderie, pas par The Braderie, c'est quelqu'un d'autre qui parle de toi. Donc, c'est quand même plus quali, c'est un petit peu moins commercial, etc. Donc ouais, on a un peu une stratégie globale là-dessus et comme sur un peu le reste du market, quoi. ok, excellent. Et vous avez recruté un CEO, Ouais, on a un ancien, head of, Alex. Ouais, ancien BCG Encore Store, ouais. excellent. Et Bain, de Bain, mémoire. Ouais. ok, autant pour moi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et quand il est venu, il avait un sujet précis à tacler ou c'était plus pour améliorer le global? Comment ça se passe depuis son arrivée? Ouais, quand il est venu, bah, en fait, quand il est venu, c'était très clair, hein. Il venait directeur opération, donc il venait reprendre toute l'équipe opération de The Braderie, opération logistique. Donc c'est une équipe qui gère, en gros, à partir du moment où on a vendu des produits, c'est comment est-ce qu'on va les expédier à nos clients, et comment on va faire en sorte que l'expérience post-achat elle soit la meilleure possible. Donc on livre plus vite, avec pas d'erreur, euh, partout dans le monde potentiellement, et que s'il y a des problèmes, on les traite le mieux possible. Donc en fait, il arrivait avec vraiment ce sujet-là. On avait en plus une transition de partenaire logistique à ce moment-là, donc il fallait aussi la suivre. Mais tu vois, c'était plus un rôle de manager de cette équipe qu'il a ultra bien pris. Et petit à petit, tu vois, il a repris d'autres choses dans son scope, donc notamment la partie customer service, mais aussi nous toute une partie pré-vente, d'organisation des ventes, qui a un aspect assez opérationnel aussi et qui a pas mal d'impact sur le post-achat. Et donc aujourd'hui, il gère tous ces scopes-là, tout ce scope-là chez nous. Et honnêtement, c'est
ouf parce que on a quelques qualités avec Edouard, mais pas mal de défauts, et notamment le fait qu'on est quand même assez désorganisé. On n'est pas les meilleurs pour, je sais pas, on n'est pas les meilleurs pour dans le project management, tu vois, de vraiment A à Z. Euh, et en fait, et Alex, il est arrivé, tu vois, il est arrivé avec son background justement de, tu vois, de consultant, etc., où tout est très cadré. Voilà, il faut trouver le juste milieu parce qu'en fait, en fait, nous, on est ultra pro-business, donc en fait, on va toujours être en mode, si ça génère du business, il y a des opportunités, on les fait, et on cadrera plus tard. Et en fait, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui te dit, non, attends, là, en fait, si on cadre pas, oui, tu vas gagner un là, mais tu vas perdre 100 demain. Donc en fait, il faut quand même, tu vois, il faut quand même que les fondations soient solides. Et donc c'est bien, tu vois, ça nous a aussi permis, tu vois, de rebalancer un petit peu ce truc-là entre nous. Et tu parles de gestion de stock et opérationnel. Est-ce que tu as des marques qui ont des caprices sur la chaîne et où tu sais que elles vont t'en demander des vertes et des pas mûres, ou plutôt ça va pas se passer comme prévu et justement en gestion de stock, là tu as un vrai défi ou une marque que tu as en tête où vous vous êtes dit toutes les équipes, purée, là c'est dur. Ouais, non, mais on a eu pas mal de marques avec qui c'est compliqué. Après, c'est jamais, tu vois. Déjà, nous, on est au service des marques. Donc, c'est jamais vraiment la faute de la marque. Enfin, tu vois, nous. Alors, évidemment, parfois, tu as des marques qui font des erreurs, des trucs, mais ça arrive. Mais même quand c'est très compliqué, de toute façon, on le sait en amont. Donc, en fait, parfois, on décide de ne pas faire la vente parce qu'on sait qu'en fait, là, le timing n'est pas bon. Si on sait qu'une marque, elle met 15 jours à nous livrer, alors que même que le deal, c'est qu'elle nous livre en 5, mais on l'a déjà fait 3 fois, qu'elle nous livre à chaque fois en 15 jours, et qu'en fait, là, on veut livrer pour Noël, bon, bah, en fait, on va pas la faire parce on la fera plus tard, mais là, on sait que ça va pas. En fait, nous, on va être déçus, et surtout, c'est notre client qui va être déçu parce qu'il va pas recevoir son colis à temps. Donc, parfois, tu fais une sélection, mais après, nous, le but, c'est d'anticiper au mieux toutes ces choses-là. Tu vois, il y a des marques avec lesquelles on a déjà travaillé, on sait qu'elles ont eu par moment des problèmes de logistique parce que leur prestat ne remplissait pas ses engagements, etc. Tu vois, ça peut arriver, ça nous est aussi arrivé à nous. Mais dans ce cas-là, on va essayer de trouver des solutions. Donc, soit on va dire à la marque, bah, plutôt que t'expédies chez nous et nous on réexpédie aux clients, t'expédies directement à nos clients. Ou alors, en fait, tu nous expédies tout ton stock en amont de la vente, on le réceptionne en amont, on fait l'inventaire et ensuite seulement on lance la vente. Parce qu'en fait, tu vois, on essaie de préempter un petit peu tous ces problèmes. Ok. Donc, on trouve des solutions, mais oui, parfois on a des petites galères. Donc ça, c'était côté marque et maintenant côté client. Est-ce que vous avez eu un client qui a eu une demande mais beaucoup trop originale pour que toutes les équipes se disent oh, celui-là, il est fort. On a eu un client exceptionnel qui a marqué toute une génération d'employés de braderie. On a eu un client exceptionnel, mais à te demander si c'était pas un prank. Quand on était genre une dizaine dans la boîte, on était dans les bureaux d'un de nos investisseurs à Neuilly-sur-Seine, qui nous avait passé gratuitement, très gentiment. Et je me souviens qu'on a un client qui commence à nous demander oui, est-ce que je peux vous contacter? Alors, on dit, ok, bon. On faisait 100 commandes par jour à l'époque. Donc en vrai, quand tu as un client qui fait une demande un peu particulière, tu es au courant. Et il nous dit ouais, donc oui, il nous appelle, il fait oui, donc en fait, j'ai fait une commande sur cette marque-là. J'aimerais savoir si ce serait possible de mettre un mot avec ma commande. Et nous, c'était pas du tout possible parce que c'était la marque qui expédiait. C'était un peu une galère. Mais on dit, bon, on va essayer d'appeler la marque. Ok, pas de problème. Mais, donc, c'est-à-dire, vous voulez qu'on mette une carte dans la boîte, dans la boîte avec un mot. Il fait, oui, mais il faut absolument que vous mettiez le mot. J'ai pas le choix, etc. On se dit, mais qui c'est qui se loustique? Ça nous fait trop marrer, etc. On lui dit, bon, bah, ok, écrivez-nous un mail et envoyez le mot. Et le mot, à pleurer de rire, c'était je suis encore désolé, tu n'aurais jamais dû apprendre ça, je m'en veux, s'il te plaît, récupère-moi. Un truc comme ça. Donc, un mec, je sais pas ce qu'il avait fait, mais je sais pas ce qu'il avait fait avec sa meuf, mais il faisait une espèce de reconquête via The Braderie. Donc, c'était exceptionnel. Nous, on était morts de rire quand on avait vu le mot. On se dit, c'est pas possible, le mec. Comment est-ce que lui, il envoie pas un truc lui-même? Enfin, tu vois, dans quelle situation tu te mets de devoir appeler des gens pour leur dire ça? Enfin, moi, jamais je fais ça. Mais donc ça nous avait bien marré, ouais. Donc, j'espère qu'il a réussi à Bah, je pense refaire qu'il a sa réussi, on l'a reconquête. fait, hein. Et vous l'avez fait? Ah ouais, bien sûr qu'on l'a fait. Ouais, je me souviens. Bon, Mais bah, nous- qui nous nous-mêmes, donne des on a nouvelles dû- et qui nous dit si Mais on il a a dû réussi. nous-mêmes appeler la marque pour lui dire écrivez un mot, je m'excuse. Bon, c'était. Et donc ça, c'est, tu vois, des bons moments. Et selon toi, c'était quoi le moment le plus stressant que tu as eu dans The Braderie? Où tu t'es dit, purée, là, c'est compliqué. Où je suis stressé. Une OP, une livraison, Bah, je pense que. une bascule de techno. Ouais, non, il y a eu l'OP. Bah, déjà, tous les lancements des très grosses marques, c'était un stress parce que tu as quand même envie de bien performer.
Tu joues gros dessus, vis-à-vis de la marque, vis-à-vis de nos objectifs à nous, etc. Il y a cette opération Sandro, quand même, où on a eu des gros stress, quand même. Honnêtement, on dormait mal la nuit parce qu'on avait vraiment. C'était des centaines et des centaines de clients qu'on livrait en retard. On se rapprochait de Noël. Et puis les clients, ils sont très durs. Ils avaient raison de l'être, tu vois, mais ils peuvent être très durs et très agressifs par message écrit. Et on avait quand même des gens, tu vois, dans l'équipe Customer Service qui étaient, qui étaient jeunes, c'était leur premier taf, où ils étaient en stage, etc. Et ils se prenaient des insultes, mais personnelles, tu vois, en mode vous êtes des bons à rien. Donc là, tu commences à. C'est quand même un peu compliqué. Donc en fait, nous, on leur disait, dès qu'il y en a un qui est vraiment agressif, vous nous le balancez et on l'appelle avec Edouard. Et en fait, dès que tu appelles au téléphone, les gens ils deviennent beaucoup plus sympas. Parce qu'ils voient qu'en fait, en face, c'est pas une multinationale, c'est pas, c'est pas Carrefour, c'est Team Edouard et 8 jeunes qui sont dans leur truc. Et évidemment on fait le mieux de ce qu'on peut, tu vois. Et donc en fait, quand tu les as au téléphone, les gens ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus compréhensifs. Et les gens, hormis quelques exceptions, les gens sont quand même tous ultra sympas. Donc en fait, on expliquait, on disait, on est vraiment désolé, comment est-ce qu'on fait je ne veux pas vous mentir, on a un problème, il y aura 10 jours de retard, est-ce que vous préférez qu'on annule Si oui, on est désolé, on vous donne ça, sinon... Et bon, tu trouves une solution, tu vois, et les gens, ils étaient beaucoup plus sympas, hormis quelques-uns qui restent durs, mais bon, ça, c'était des moments durs, et sinon, plus d'un point de vue entrepreneurial global, c'est plus les moments du début, tu vois, on avait des grosses hésitations avec Edouard sur est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, tu vois. Et en fait, je me souviens quand même d'un dîner, on était sortis, on avait des gens qui nous conseillaient un petit peu au début, on n'avait pas encore levé d'argent. Et, et je me souviens qu'on sort et les mecs nous avaient dit, on leur disait, ouais, il faut qu'on lève parce que là, on est à bout, il va falloir qu'on recrute, mais bout, ils nous avaient dit, non, mais là, too early, vous tenez pas votre truc, quoi. Tu vois, pour le moment, il y a pas de quoi lever, tu vois. On sort avec Edouard, on se dit, bon, là, ça fait 6-8 mois qu'on est dessus. En vrai, on sait très bien que ça fait mal parce qu'on sait qu'ils ont raison. On n'a pas le truc, tu vois. Et là, je me souviens qu'on va dîner dans un resto italien dans le 16e, parce que notre invest était un mec qui est devenu invest par la suite, c'était dans le 16e. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi En fait, et je me souviens que là, on avait vraiment hésité, on s'était tapé la main pendant le dîner en mode, on arrête et on fait autre chose. Et en fait, là, c'était dur parce que, tu vois, nous, on a fait 3 ans d'études avec Edouard, on a commencé à bosser quand on avait 20 ou 21 ans, dans des grandes boîtes. On gagnait super bien notre vie, super jeune. On est très vite parti en prenant un gros risque pour monter d'autres boîtes. Et là, on se dit, waouh, on a 25 ans, nous, tous nos potes, ils sortaient d'école de commerce, ça faisait 5 ans qu'ils étaient en fiesta, loca, à droite à gauche. Nous, on bossait quand même super jeune et on bossait beaucoup. Et là, on se disait, waouh, là, on a 25 ans, on va repartir de zéro, on n'a rien, on n'a pas 1 euro. Et là, je me souviens que c'était assez dur. On s'est dit, c'était assez dur. Et ce qui est fou, c'est que le lendemain, je me souviens, on arrive au bureau, puis tu as 2 mails à traiter, quand même, de marques que tu avais contactées qui ont finalement répondu, de trucs. On se dit, bon, attends, là, c'était engagé vis-à-vis des marques de le faire, donc on va quand même sortir cette vente parce que, bon, on a quand même le truc. Et puis tu vends un peu mieux que prévu, et puis là, tu as une autre bonne nouvelle, et puis un truc. Et tu sais pas trop comment, 2 mois après, tu es encore dedans, alors que tu t'es dit, on arrête. Et voilà, et en fait, tu as eu un début de traction, mais ça, c'était des moments, je me souviens, qui étaient durs plus sur toi, ton questionnement perso, que sur la boîte. Tu vois. Il y a eu des moments très durs sur la boîte où on s'est dit, ok, là, c'est stressant. Là, c'était un peu plus perso. Donc 2 moments. Premier, c'est une vente The Sandro ou Ouais. le retard. Ouais. Et là, je suis d'accord que le customer centric, nous, on gère des milliers d'avis avec Review Collect et Ouais. on le voit quand tu rappelles un client, il te met la misère par message. Et quand tu l'appelles, parfois, c'est une voix toute douce et il te dit bon, en vrai, je comprends, il n'y a pas de souci, n'annulez pas la vente. Nanana. Et ça, c'est un truc de malade qu'on voit à chaque fois. Il ne faut pas hésiter à rappeler ses clients. Mais même les plus détracteurs, à la fin, c'est ceux qui deviennent des ambassadeurs. Parce qu'ils se disent waouh, après ce que j'ai envoyé, les gars, ils m'ont appelé. En vrai, ils sont trop cool. Ouais, c'est sûr. Et vous avez trop raison vous avez eu trop raison de le faire. Ouais. Et pour les moments de doute, je suis d'accord. Avec Corentin, on a pareil. Il y a des jours où on est trop au top, trop content. Et des jours où on est là, tu te dis, purée, mais là, en vrai, on en bave. C'est toujours comme ça. Quoi. Et juste d'avoir cette continuité. Et toi, aujourd'hui, le plus dur dans la gestion d'une marque, pour toi, tu penses que c'est... Est-ce que c'est... la gestion d'une marque, ça va être le recrutement? Est-ce que c'est la logistique? Est-ce que c'est l'acquisition, l'achat média? Le plus challengeant, où tu sais que tous les jours, t'es pas à l'abri de tes peines. C'est-à-dire pour The Braderie?
Ouais, pour The Quand on One travaille avec une marque? Non, la gestion de votre marque Ah ou oui. la gestion de ta boîte, est-ce que Ok. c'est le plus dur? C'est le recrutement, la logistique, l'achat média, un autre sujet? En fait, je crois que le plus dur, c'est de tout faire avancer à la même vitesse. Ok. En fait, ce qui est dur, c'est que parfois, le plus dur, c'est le trafic. Tu vois, tu comprends pas, il est en berne, tu sais pas trop pourquoi, etc. Parfois, c'est le B2B. Tu sais pas pourquoi, tu as du mal à aller chercher des nouvelles marques, tu as du mal à re-signer tes anciennes marques. Donc, en fait, tu as le trafic, mais tu n'as pas l'offre. Et nous, ça a toujours été le sujet. Tu vois, c'est que parfois, on a des excellentes offres et on n'a pas le trafic, donc c'est décevant. Et parfois, on a un trafic de fou et on n'a pas de marque. Et en fait, on se dit, c'est pas possible. En fait, notre taux de conversion, il est pas bon, mais parce qu'on n'a rien à vendre, on n'a rien de quali à vendre, alors qu'on a 200 000 personnes par jour sur l'appel site. Tu vois, c'est pas possible. Et en fait, ce qui est dur, c'est de faire grandir les deux en même temps. Ensuite, chaque sujet a un peu ses difficultés, mais je dirais que c'est ça le gros challenge pour nous. Et du coup, la vente en continu, faire en sorte de toujours avoir plus de clients et toujours réussir à leur Ouais. proposer le bon produit tous les mois, tous les jours. Ouais. Et en même temps. En fait, Ok. c'est que là, si dimanche j'ai une super marque, il faut que je m'assure que c'est le meilleur jour de trafic du mois. Tu vois, c'est pas, et que le meilleur jour de trafic du mois, il n'arrive pas dans 5 jours après. C'est trop tard. Il n'y a plus la marque. Ok. Donc, tu as une gestion de calendrier en même Mm. temps. Et c'est laquelle la collaboration que tu as eue avec une marque où tu t'es dit, ok, on pensait pas qu'on arriverait à ce level aussi vite? Ou elle est arrivée tôt et vous êtes dit, purée, en vrai, ça fait plaisir quand même. Je pense que je pense que le meilleur souvenir en dehors de Sandro, donc, dont je t'ai parlé, on fait 1,5 million sur la journée et 1 million en 2 heures. Je crois que c'était au bout d'un an et demi de boîte, on était quand même encore assez petit. Ouais, on était quand même assez petit. Ça faisait 1 an et demi qu'on avait lancé la boîte, on avait fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. On lance une vente d'Eptio, Ok. la, la marque de Vanessa, qui nous a fait confiance très tôt, honnêtement. Et là, on fait quelques bons coups sur le marketing en amont. On arrive à trouver des addicts de la marque, on arrive à devenir un peu copains, on arrive à les faire venir, on les rencontre, etc. Donc, ce qui fait qu'on prépare bien la vente. On lance la vente. On est en novembre 2019. On a lancé la boîte en avril-mai 2018. Ça fait 1 an et demi. En 1 an et demi, on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. On lance la vente. Premier jour, on fait 160 000. Et en fait, c'est le moment où on a compris que, en fait, on pouvait vraiment faire du volume. Jusque-là, on faisait pas de volume. En fait, là, on a compris qu'on pouvait vraiment faire du volume. Et ça a un peu changé la donne, tu vois. Genre, je me souviens qu'on parlait à un mec qui est devenu un de nos copains, Jérôme Basselier de Rouge. Je me souviens qu'à l'époque, on l'appelait et on lui disait, ouais, quand est-ce qu'on fait une vente avec Sweetdance ou Rouge? Et il disait, non, mais si vous vendez pas 1000 produits sur la vente, ça m'intéresse pas, tu vois, ça vaut pas le coup. Et nous, on se disait, on vendait 3 produits par vente. On disait, on raccrochait, on se regardait avec les doigts, on fait 1000 produits. On va bien savoir qui fait ça. Enfin, je pense que Jérôme, il s'est un peu emballé sur le 1000 produits. Mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'on était des novices. Mais en fait, non. Aujourd'hui, nous, on fait des ventes où on vend 25 000 produits en 3 jours. Mais juste à l'époque, on entendait 1000, on ne comprenait pas. Donc, cette vente des petits hauts, c'est celle qui nous a fait réaliser qu'en fait, en un jour, 160 000 euros, waouh. En fait, ça peut aller vite. Donc là, de plus en plus de marques, une échelle de grandeur, vous envoyez de plus en plus de produits et vous avez une acquisition par showroom privé. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vision? Alors, en fait, ce que ça a apporté, c'est on arrivait à un stade où voilà, on sentait qu'on arrivait sur des ordres de grandeur. Tu vois, on faisait à peu près 30 millions d'euros de volume d'affaires, enfin de prise de commande à l'époque. Et on se disait, OK, là maintenant, comment est-ce qu'on passe de 30 à 100, tu vois? On va avoir besoin d'une logistique très solide, on va avoir besoin aussi d'expérience, tu vois, de conseils, etc. Et on hésitait un peu à soit lever des fonds, mais on était à l'équilibre en fait. On était à l'équilibre, mais avec un cash flow positif, tu vois, un BFR négatif. Donc on n'avait pas besoin de fonds réellement. On avait plus besoin d'accompagnement sur la suite. Donc en fait, c'était est-ce que c'est un fonds qui va nous aider et qui va nous faire scaler à l'international, etc. Ou est-ce qu'on a besoin de plus d'un industriel? On a parlé aux deux. Et en fait, on a assez vite compris, je pense qu'on était assez conscient que sur notre métier, on avait beaucoup plus besoin d'un play Indus qu'un play fonds. Parce que
le fond, il te pousse à dépenser beaucoup, mais nous, on savait qu'on était dans un business qui était assez rationnel, tu vois. Il fallait qu'on soit rentable. Enfin, il y avait pas de business dans la vente privée qui avait vraiment levé beaucoup de fonds et fait un peu un play à la startup, tu vois. Nous, c'était un business assez, pas à l'ancienne, mais c'était un business assez rationnel, tu vois. Tu dois être rentable en fin d'année, aller chercher un client, ça doit te coûter moins cher que ce qu'il te rapporte, etc., tu vois. Et sinon, tu creuses à ton. Et donc voilà, donc en fait, on s'est rapproché de Showroom. Et ouais, c'est ce que ça nous a apporté, tu vois. On a passé une partie de la logistique chez eux, ça a pris un petit peu de temps, mais tu vois, on a une partie de notre log qui est chez eux aujourd'hui. On a, et puis tu vois, on échange quand même tout le temps avec David, le fondateur de Showroom, qui a aussi, tu vois, une vision différente de la nôtre. Tu vois, ça fait longtemps qu'il est là, il a une vision aussi long terme. Tu vois, il nous aide aussi à avoir cette vision long terme, alors que nous, tu vois, avec Edouard, on est encore assez jeune, on est dans le mouvement, etc. Et donc parfois, tu vois, c'est aussi important, tu vois, de te retirer un petit peu, de sortir la tête de l'eau, de dire, ok, bon, ça c'est bien 2025. Maintenant, comment est-ce que je fais les investissements aujourd'hui pour que 2027 et 2028, ça soit des bonnes années? C'était une vision qu'on n'avait pas trop. Et ça s'est passé comment? Tu lui as envoyé un message sur LinkedIn? Salut, ça va? Non, 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 c'est plutôt eux qui nous ont contactés. Ok, À l'époque, on avait parlé un peu à tout, enfin, à tout le monde. On avait parlé à Zalando, VP, Showroom, ok, euh, tu vois, parmi d'autres. Et en fait, je sais plus comment, mais je pense que c'était à l'époque, je crois que c'était Thierry Petit, ok, l'associé de David, qui est parti ok, de Showroom depuis, ok, mais qui nous avait envoyé un message sympa, ok. en mode ah les mecs, j'ai vu ce que vous faisiez, c'est assez intéressant, venez, on se rencontre. Je me souviens, on y allait, on était en mode attention, faut pas donner d'infos parce que c'est notre concurrent, ils vont nous manger tout cru. Et en fait, bon, tu sais jamais ce qu'ils ont en tête à l'époque, mais honnêtement, on s'était super bien entendu avec Thierry et David. Et tu vois, ça partait plutôt d'une bonne. Tu vois, je pense que c'était vraiment des gens curieux de se dire ok, il y a des petits jeunes qui lancent un truc, c'est minuscule par rapport à nous, mais c'est intéressant, ils font deux, trois trucs différemment, tu vois. Donc, creusons. Et la relation, elle a commencé bien avant l'acquisition, hein. Ça, je te parle de ça, c'était 1 an et demi avant qu'on signe avec eux. On n'était pas du tout vendeurs, c'était pas le sujet. Mais c'était un peu une rencontre. Et d'ailleurs, souvent, j'ai parlé à pas mal de mecs qui ont fait du M&A, qui ont vendu leur boîte. C'est souvent comme ça que ça se fait. Ça se fait souvent avec des gens avec qui tu échanges bien en amont de juste le moment où tu veux vendre, tu vois. Ok, donc vous aviez déjà une certaine On se relation et connaissait. après, quand ça s'est fait, ça s'est fait. Ouais, donc en fait, quand le process est un peu accéléré, qu'on est en mode soit fond, soit en industriel, bah en fait, tu vois, on a dû les texter en mode ah, ça bouge un peu de notre côté, si vous voulez, on en discute. Ok, hyper clair. Et aujourd'hui, vous êtes sur le marché français principalement. Vous avez des projets internationaux. T'as un but d'expansion internationale. Et utiliser Showroom pour, ou même en Indé, je veux dire. Ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Je pense que ça va être un des gros sujets. Aujourd'hui, on est très français, encore assez parisien. Euh, donc, ouais, j'aimerais bien qu'on se développe à l'international. Je pense que ça va être un des sujets de l'année. On va accélérer un petit peu les investissements, je pense, dans des pays limitrophes, tu vois, Belgique, Espagne ou Italie, tu vois. On va probablement choisir 2 des 3 pays. Euh, Allemagne, non? non, Trop différent? ouais, Ok. trop différent. On va tout étudier, tu vois, on va y aller de manière UK? assez rationnelle. En fait, le UK, ah, ça aurait été probablement le premier pays dans lequel on serait allé avant le Brexit, mais aujourd'hui, tu as trop de sujets de douane, et nous, ça rend la partie opérationnelle trop compliquée. Ok. Donc en fait, aujourd'hui, aller au UK, c'est comme aller aux US pour nous. Ok. Tu dois tout recréer sur place. Ok. Tout ta log, tout ton stock, c'est pas le même stock, etc. Donc en fait, demain, si je dois aller au UK, aux US, je pense que je préfère aller aux US. Tu vois. Ok. Quitte à tout rebuild from scratch, je le fais aux US, tu vois. Parce que si ça marche, c'est pas pareil. Donc non, là, dans un premier temps, je pense que ce sera plutôt Belgique-Espagne ou Belgique-Italie. Ok. Et essayer, tu vois, de créer un playbook sur le développement international qu'on va Ok. pouvoir réutiliser dans un pays genre UK ou US en 2026, tu vois. Je voyais le playbook de Glovo, hein, mais rien à voir sur comment ouvrir un marché, un pays hyper rapidement, etc. Et tu vois, ça peut être, tu peux gagner gros, mais tu peux aussi perdre beaucoup. Je sais que sur le Brésil, ils avaient perdu entre 10 et 30 millions Ouais, sur une lancée ouais, de non, mais cash c'est dur. brûlé comme ça. Et le playbook, c'est une super idée pour aller adresser des pays. Et est-ce qu'il y a des pays où aujourd'hui, tu n'as pas de vente privée? Et en fait, le fait d'arriver, bah, si tu arrives le premier sur le marché, bah, tu sais que bah, la table, elle est à toi, quoi. Je pense qu'il y a des pays où ouais, la pénétration est moins élevée, mais ça peut être aussi culturel. Tu vois, typiquement au UK, c'est beaucoup moins gros, les ventes privées, qu'en France. C'est vraiment beaucoup moins gros. Ok. Et en Afrique, tu sais, si on, il y a, tu vois, le Maroc, en vrai, les Marocains, ils ont du budget. Ouais, Demain, Showroom, ils y sont un peu. ok.
Showroom, ils font un peu de business au Maroc. Ouais. Parce que tu vois, je réfléchissais à si tu prends le nord du Maroc, même le Nigeria qui se développe incroyablement, et donc ces marques-là, si tu arrives avec un peu une frette, c'est une idée, mais je sais pas si dans un temps 3, 4 ou 5, est-ce que l'Afrique ça peut être adressable? Est-ce que Showroom y arrive même? Bah, ils le font un petit peu au Maroc. Je pense que c'est encore assez petit, mais il y a quand même, tu vois, ils font quand même un peu de business là-bas. Mais je suis d'accord avec toi, tu vois, et même dans le cycle de vie des produits, tu vois, c'est assez intéressant. C'est que donc nous, tu vois, la marque, elle vend plein pot. Ensuite, elle fait ses soldes. Ensuite, elle fait des ventes privées potentiellement, elle ou via nous. Puis tu fais ça 1, 2, 3 saisons. Puis à un moment, si tu n'as pas vendu 3 saisons de stock, tu vas pas le vendre. Et il te coûte trop cher parce que tu payes la logistique chaque année pour le stocker. Et puis à un moment, tu as besoin du cash, tu vois. Donc même si tu récupères 1% de la valeur ou de 5% de la valeur, il y a un moment, tu en as besoin, tu vois. Et tu sais que tu vas plus récupérer 20% de la valeur parce que c'est trop tard. Et en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, ces produits sont envoyés potentiellement à droite à gauche, potentiellement au bout du monde, potentiellement en Afrique. Et en effet, tu vois, c'est assez intéressant de creuser cette. On l'a pas fait, tu vois. Nous, c'est pas notre business sur The Braderie. On arrive plutôt au début de la chaîne, parce qu'on veut récupérer les meilleurs stocks des plus belles marques. Mais il y a un vrai truc, tu vois, sur. Ok, bah, qu'est-ce qui se passe après, tu vois. Et j'étais au Kenya l'été dernier, et tu vois, tu avais des marchés où tu avais vraiment du stock quali, etc. Tu vois, et je me disais, bon, à creuser. Il y a une petite idée. Bah, Ouais. comment tu vois, toi, le marché des ventes privées pour les années à venir? Comment je le vois? Écoute, euh, il y a plusieurs sujets. Alors, déjà, c'est un marché qui est hyper résilient. Parce qu'en fait, quand tout le monde va bien, c'est un marché qui va très bien. Parce que quand tout le monde va bien, les marques, elles commandent beaucoup parce qu'elles ont besoin de remplir leur boutique. Elles ont du stock forcément en fin d'année. Les gens achètent beaucoup puisque les marques vont bien, donc ça veut dire que les gens achètent. Et quand les gens achètent, ils achètent aussi chez toi. Donc en fait, quand tout le monde va bien, nous, on se porte bien. Quand tout le monde va mal, ce qui est un peu plus le cas récemment, euh, en fait, tu t'en tires moins mal que les autres. Parce qu'en fait, tu as un problème de demande, parce que les gens achètent moins. Mais quand les gens achètent moins, ils vont plutôt avoir tendance à essayer de faire des bonnes affaires. Donc ils vont plutôt venir chez toi. La réalité, c'est que quand ça se passe mal, oui, ils se tournent plus chez toi, mais c'est quand même moins bien que quand tout le monde va bien. Tu vois, de ce qu'on voit, les années folles, c'est mieux que, tu vois, pour nous, c'est mieux que des années un peu pourries. Bon, oui, on a un peu plus de stock parce que les marques, elles n'ont pas vendu, donc elles ont du stock, etc. Mais tout le monde est tellement dans des situations un peu compliquées que c'est pas si bien que ça. Mais c'est un business qui est quand même assez résilient. Tu vois, honnêtement, on s'en sort pas trop mal. Ce qui se passe sur le marché des ventes privées, c'est que déjà les marques, elles vendent de plus en plus. En fait, il y a un truc, c'est que déjà les marques, elles sont de plus en plus en réduction toute l'année. Ok. Donc, tu vois, c'est pas facile de sortir son épingle du jeu. Mais, mais bon, tu vois, enfin, tu as quand même forcément. En fait, il y a des opportunités parce que même si les marques, tu vois, elles vendent un petit peu plus en ligne. Aujourd'hui, il y a plus de e-commerce. Sur le e-commerce, il y a moins de stock. Il y a, enfin, structurellement, tu as moins de stock que quand tu as des boutiques que tu dois remplir et à la fin de la saison, il te reste, tu es obligé de la remplir jusqu'au bout ta boutique. Tu peux pas dire le 15 novembre, ah bah non, en fait, revenez dans 2 mois, mais nous, la collection hiver, elle est terminée, on a tout vendu, tu vois. Donc non, tu es obligé de remplir jusqu'au bout toutes les tailles, toutes les couleurs. Donc en fait, tu as du stock en boutique. Tu en as aussi en e-commerce parce que en fait, tu as quand même les retours e-commerce qui viennent en fin de collection et qui font que les marques, en fait, il leur reste forcément des produits de la collection précédente. Mais ça peut baisser un petit peu. Après, c'est aussi beaucoup plus facile pour nous d'intervenir tôt dans la chaîne de valeur. On est connecté avec les marques. Donc en fait, on peut beaucoup plus, au lieu de faire que des ventes privées 2 ans après, de stock qui dort depuis 2 ans, en fait, là, nous, en fin de solde, on est capable de dire aux marques, attendez, en fait, là, si les soldes, elles sont pas bonnes, il vous reste une semaine de solde, venez, on la pousse aussi chez The Braderie. Peut-être pas sur des niveaux discount comme si le stock, il avait 3 ans. Là, le stock, il est quand même assez récent, mais on peut venir booster. Donc en fait, nous aussi, on trouve des solutions pour accompagner les marques, s'il y a notre mission, tu vois, accompagner les marques sur leur fin de cycle, tu vois, de produits, le mieux possible, tu vois. Donc en fait, on va intervenir un petit peu plus tôt, peut-être même un petit peu plus tard. Donc voilà. Donc non, honnêtement, le marché, il se porte quand même plutôt bien. Et si on devait imaginer maintenant The Braderie dans 10 ans, Ouais. quel serait le projet le plus fou, le plus ambitieux que tu aimerais voir accompli? Bah, je pense que tu vois, je pense que réussir à craquer un gros marché comme les US, c'est quand même plus qu'un rêve. Je pense que c'est une vraie opportunité, tu vois. Honnêtement, je pense qu'il y a une vraie opportunité aux US. Pour le coup, culturellement, ils achètent beaucoup en discount. Euh, Bon, tu vois, on nous a toujours dit oui, c'est compliqué, VP c'est cassé la gueule là-bas, il y a les malls, les outlets. Oui, mais la réalité, c'est que
Déjà, ils se sont pas tant cassé la gueule que ça aux US, VP. Ils ont fait assez vite beaucoup de chiffres, mais ils avaient investi beaucoup d'argent. Donc, à un moment, ils se sont dit, OK, en fait, on se reconcentre. Mais c'était pas genre, quand tu entends ça, généralement, tu as l'impression qu'ils ont mis 100 millions, ils n'ont pas gagné un euro. Non, en fait, à la fin, je crois qu'ils faisaient 60 ou 70 millions d'euros de chiffre, tu vois. Ça commençait à être et en 2-3 ans, donc c'était pas non plus la catastrophe. Donc, et en plus, les gens, voilà, ils sont habitués au discount, ils recherchent les discounts, donc il y a une opportunité. Euh, Après, c'est un gros play. Et moi, je veux pas y aller un peu à moitié. Si on y va, on y va. Et donc c'est un sujet, mais qu'on traitera probablement dans le futur. Et je pense que sinon, dans 10 ans, moi, ce que j'aimerais, c'est que The Braderie, tu vois, on soit vraiment une application shopping très globale. Tu vois, c'est en fait demain, tous les matins, tu ouvres Insta, TikTok, Et The The Braderie, Braderie. tu checkes les trucs. En fait, tu es à la recherche de l'opportunité tout le temps, tu vois. Et en fait, c'est nous, les ventes privées, ça se prête tellement bien à la consommation de notre génération, tu vois, qui est ultra éphémère. Tu consommes du contenu et boum, c'est à la poubelle. Bah, nous, en fait, c'est un petit peu ça, tu vois. Tous les jours, tu as des nouvelles ventes, tu as des nouveaux produits, tu as des nouvelles opportunités. Tu les prends, tu les prends pas. Rendez-vous demain, tu vois. Et je pense que ça, si on continue de bien faire notre travail, on peut devenir, tu vois, c'est ce que j'aimerais, tu vois, c'est que ça soit, on devienne une destination shopping vraiment générationnelle, tu vois, où toute la génération, elle connaît et elle achète dessus. Aujourd'hui, on avance, mais c'est pas encore le cas. J'en connais plusieurs qui ont ce réflexe, dont ma copine qui regarde tous les jours. Bah, trop bien, génial. Elle ouvre l'app, elle regarde, et elle me dit: «Ah, il y a ça, il y a ça. Oh, attends, je vais attendre que ça passe sur The Braderie». Et en fait, des fois, elle a des marques comme ça, et elle se dit: «Ça va passer à un moment». Ouais. Et elle n'avait pas l'achat à ce moment-là. Et en fait, ça aide aussi. Et tu sais que ça aide fortement. Et si tu pouvais te donner des conseils, tu vois, tout le long de ton parcours depuis 2018, où tel bureau, fallait que je rajoute telle clause, telle chose, fallait pas que je la fasse comme ça, le recrutement. Tu vois, moi, un truc que j'ai appris perso, c'est qu'avant de recruter qui que ce soit, j'appelle tous ses anciens employeurs. Mais moi, ça, c'est mon truc, parce que j'ai eu trop de... Mais tu as du bon feedback. Moi, Sur j'ai les... l'impression que je l'ai fait, hein, d'appeler les anciens. J'ai l'impression que tout le monde te dit que le mec, c'est une star. Ah non, moi, j'ai Ah eu ouais? des... T'as eu des gens qui t'ont déconseillé? Ouais, il m'a dit, Ah ouais, ok. écoute, il était top au début, mais après, au fur et à mesure, c'était Il s'est plus trop démotivé. ça. Ok. Ou alors, t'en as une qui m'a dit, écoute, là, je suis en galère avec elle, elle est en pleine en train de me démonter en l'URSSAF. Là, ou au prud'homme ou je sais plus quoi, mais moi j'ai envoyé red flag direct, je me suis dit, je cherche même pas à comprendre. Et j'en ai appris des vertes et des pas mûres. Et moi je disais trois trucs, c'est qu'un, je lui disais, j'allais regarder sur LinkedIn, regarder le profil, et moi je récupère le numéro de téléphone moi-même, donc j'arrive à voir si ça coïncide. Ok. Et parce que tu peux donner le numéro d'un pote, etc. Et en fait, moi j'avais plusieurs choses comme ça, c'est qu'un, j'appelle les anciens employeurs, et après des collaborateurs, et je lui demandais de noter entre A, B et C. Quelle note il lui mettait, et par rapport à l'équipe. Et en fait, quand les questions elles étaient poussées, il plaçait lui par rapport aux autres, et moi j'avais mon idée. Et mais parce qu'on était plus de 50 juste dans mon ancienne boîte, et j'avais recruté tout le monde, et c'était déjà monstrueux. Est-ce que toi, sur des clauses de contrat, des ventes, des logisticiens, des agences, où tu t'es dit là j'ai mis de l'argent, mais en fait j'aurais pas dû prendre un an directement, etc. Des petits conseils que tu aurais pu te donner tout le long. Ouais, ouais, non, mais ouais, en vrai, je trouve que sur des choix de partenaires, de prestats, c'est déjà. Mais même, tu vois, sur des investissements qu'on a fait avec Edouard. En fait, les erreurs qu'on a fait, Ça peut être c'est. perso ou pro, hein. Ouais, ouais, c'est ultra bateau. Enfin, c'est ultra bateau de dire ça, mais c'est un peu genre l'humain. C'est qu'en fait, tu vois, on a pris des partenaires chez The Braderie, on a fait des investissements avec Edouard. Et il y a des gens, tu vois, on s'entendait pas très bien avec eux, pas particulièrement bien. Et en fait, ça peut bien se passer ou pas bien se passer, mais en fait, à la fin, tu t'en fous. Je veux dire, les trucs où on s'entend pas très bien avec les gens et ça se passe bien, oui, t'es content, mais bon, en fait, tu t'y penses pas. Enfin, je pense pas toutes les nuits en me disant, ah yes, super. En fait, tu t'en fous. En fait, et quand ça se passe pas bien et qu'en plus tu t'entends pas bien, là, c'est vraiment trop relou parce qu'en fait, c'est vraiment. Tu te forces à passer beaucoup de mauvais moments parce que tu dois traiter des problèmes avec quelqu'un que t'aimes pas trop, avec qui tu t'entends pas. C'est vraiment la galère. Et d'expérience, tu vois, en fait, je vois qu'en fait, là maintenant, c'est bon, je veux travailler qu'avec des gens avec qui je m'entends super bien. Et en fait, up, down, tu t'entends bien, c'est cool, on peut ne pas être d'accord, ça veut pas dire que tout est rose et que tu vois, tu dis oui à tout, mais en fait, tu t'entends bien. Donc s'il y a un problème, tu le résous avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien. C'est facile, voilà. Je sais pas, il y a des trucs où enfin,
Enfin, l'inverse, c'est trop relou, tu vois. Donc ça, c'est un peu notre... Quitte avec OS, c'est que parfois, on se dit avec Edouard, c'est bon, là, tu vois, on a plus l'âge, bon, on a 30 piges, mais en fait, on n'a plus l'âge de bosser ou de faire des partenariats avec des gens qui nous saoulent, tu vois. En fait, on s'entend pas, et peut-être que et sûrement le mec en face, il pense la même chose de nous, mais dans ce cas-là, ne nous forçons pas, tu vois. En fait, on n'est juste pas fait pour s'entendre. Fais ton business avec quelqu'un d'autre, et nous aussi, tu vois. Ça, c'est le 1. Le 2, c'est le learning qu'on prend souvent avec Edouard, c'est tes gains, tes gains court terme, très court terme, sont généralement assez mauvais pour ton long terme, et inversement. Et donc, en fait, tu vois, genre, parfois, enfin souvent d'ailleurs, la décision facile, c'est de prendre le gain très court-termiste, mais généralement, tu vas le payer cher au long terme, tu vois. Et je pense que tu vois, nous, ce qu'on a fait sur Insta, c'est, tu vois, à l'époque, bah, on se disait, parfois on se disait, non, là, c'est trop con ce qu'on fait. Enfin, là, si on mettait 3 posts sur Mage, on vendrait forcément un peu plus. Oui, mais on vendrait 5 produits de plus. Et en fait, à terme, on est en train de désengager notre base, tu vois. Donc en fait, c'est quoi le play? Donc souvent, en fait, les bons paris long terme, bah, tu prends des petits cuts sur ton court terme, mais en tout cas, il faut savoir l'accepter, tu vois. Et il y a beaucoup de décisions business comme ça où la décision facile, c'est pas la bonne décision, tu vois. Et le troisième truc, c'est, je pense que si je me revoyais un peu plus jeune, je nous dirais, tu vois, avec Edouard, en fait, faites-vous plus confiance, tu vois. Il y a beaucoup de moments de la boîte où, en fait, tu as un peu le syndrome de l'imposteur. Tu regardes ta boîte, toi, tu vois tous les problèmes. Les gens à l'extérieur, ils ont l'impression que tu as créé Microsoft, or que toi, tu as l'impression que c'est le Fire Festival. Donc, en fait, et à chaque fois, on se disait, non, en fait, tu vois, tu regardes ton truc, tu dis, mais attends, c'est un château de cartes, s'il y a un coup de vent, le truc s'écroule. En fait, on se disait, non, mais The Braderie, ok, on a fait 2, 3 très bons mois, mais attends, on sait très bien que le quatrième mois, il peut être pourri, tu vois. Et donc, tu fais des décisions un peu basées là-dessus, tu vois. Alors qu'en fait, tu vois, et à chaque fois, en fait, 2 ans après, on se disait, oui, il faut pas réécrire l'histoire, parce qu'à l'époque, on savait pas que ça allait bien marcher. Oui, mais tu vois, bah, peut-être que c'est des moments où on aurait dû se dire, bah, en fait, non, on aurait dû plus se faire confiance. En fait. Non, on peut continuer comme des grands, boum, terminé, on y va fort. Et en fait, il y aura des moments durs, mais on va trouver les solutions. Et donc, long terme, ça se passera bien, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça. Après, c'était aussi notre première un peu vraie boîte, tu vois. Donc voilà, donc tu apprends forcément, hein, tu fais forcément un peu des erreurs là-dessus. Mais je pense que c'est un peu ce qu'on se dirait, tu vois. Donc, s'il n'y a pas de fit humain, autant arrêter. Ouais. Voir plus long La terme. vie est Se trop faire courte pour confiance. se faire chier avec des gens Je suis d'accord. avec qui tu t'entends pas, tu vois. Honnêtement, tu fais avec quelqu'un d'autre. Et confiance, se faire plus confiance. Ouais. Et le deuxième, c'était voir plus long terme. Mais Ouais. là, tu as un peu, Non, mais il faut trouver le juste avec le milieu. budget, tu vois, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, Bien parfois sûr. tu dois prendre des décisions. Et Ouais. quand tu lèves ou autre, bah même, je dirais toujours long terme, il faut prioriser, même à perdre un peu au départ. Ouais. Non, mais en fait, faut trouver le juste milieu. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est que tes gains court terme, ils sont généralement détrimentaux pour ton long terme. Et donc, en fait, ça veut pas dire que tu dois faire que des plays long terme, parce que sinon, en fait, tu survis pas. Tu fais des plays pendant 4 ans, mais t'as même pas, tu les vois même pas les 4 ans. Mais il faut en avoir conscience. Et il faut jouer avec les deux. Tu vois, il y a des trucs très fondamentaux à ta boîte où tu ne dois pas, tu dois pas faire de compromis sur tes valeurs, sur ta proposition de valeur, sur ce que ta boîte doit être. Il y a des trucs où tu peux. Évidemment, il y a des quick wins qu'il faut aller chercher, mais il faut faire que ça. Nous, on en a fait des tonnes des quick wins, des trucs où on fait des coups pour aller chercher les 1000 prochains clients. On en a fait plein. Mais à côté de ça, on faisait aussi des trucs où on essaie d'installer la marque plus long terme, tu vois. Hyper clair. Et aujourd'hui, tu as 2 personnes, entrepreneurs, entrepreneuses ou même CMO ou autres, dans l'industrie du e-commerce que tu trouves hyper inspirantes et que tu aimerais voir raconter leur histoire comme tu viens de faire actuellement. Ouais, c'est sûr, hein. Honnêtement, qu'est-ce que j'ai parlé récemment? Bah, déjà, moi, j'ai un de mes meilleurs potes d'enfance aussi qui a monté Respire, Ok, Thomas, ok. qui est, alors, pour le coup, lui, sur la vision long terme, Il est fort. il est vraiment très impressionnant, quoi. Il sait où il va, pas de compromis, pas de concession, tête baissée, et on va se prendre des vagues, mais en fait, on y va, quoi. Et honnêtement, il est très fort parce que lui, il est vraiment visionnaire. C'est-à-dire que je pense que il est bien meilleur visionnaire que nous. Ok. Et je le vois depuis toujours, tu vois. C'est un mec avec qui je suis pote depuis qu'on est en 6e. J'ai fait mon TPE avec lui, j'ai fait des projets en 5e et tout. Et c'est vrai, en vrai, tu vois, il est très créatif. Et donc, il arrive, tu vois, je pense, à anticiper des mouvements de marché très en amont, tu vois. Il est très fort là-dessus. Donc, Thomas, forte recommandation.
Et sinon, qu'est-ce que tu as en e-commerce euh, Que tu connais ou non, hein, mais qu'on peut contacter. Parce que par curiosité, tu te diras, j'ai envie de savoir l'histoire. Je trouve qu'Antonin de Jimmy Fairley, il a été super fort aussi. Je sais Ok, pas si tu l'as déjà parlé, pas encore. mais bon, lui, il a vraiment il a inventé un modèle, quoi, aussi, tu vois, avec plein de boutiques sur des espaces assez restreints, une marque ultra forte. Enfin, tu vois, enfin, je trouve qu'il a. En vrai, c'est fou, il a créé un marché, tu vois. Enfin, donc, honnêtement, Antonin, super impressionnant. Je trouve que les mecs de Kabaya, ils sont trop forts aussi. Parce qu'honnêtement, ils ont réussi à partir d'un. Emilien? Ouais, Ouais. et Emilien et Bastien, je crois, ils ont créé à partir d'un single product au début une marque qui est d'une taille complètement disproportionnée. Enfin, tu vois, c'est un des plus gros sites Shopify, ils sont trop forts. Et ouais, non, eux, ils sont super forts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre T'as Marcel et Lisa de chez Jonac. Ils sont Ok. Ah oui, Lisa. honnêtement, ils Lisa sont Nakam. très impressionnants aussi. Et Euh, Lisa, elle inspire la confiance, la joie. À chaque fois que je la vois, j'ai le ouais. sourire. Mais Marcel aussi, tu verrais, ils sont trop trop sympas. C'est Ils ont une joie de incroyable. vivre très communicative, je suis Et d'accord. simple en plus. À Ouais. chaque fois que tu lui c'est une marque qui fait, je sais pas, 50 millions, tu Ouais, vois. ouais. Tu lui parles et elle est d'une simplicité. Et elle va te répondre au téléphone. Et elle va prendre le temps et elle va t'expliquer ce qui va, ce qui va pas. Ouais. Et je trouve ça juste hyper joie de vivre et hyper sympa. Mais je retiens du coup Kabaya, Ouais, Jonac, Jimmy Fairley, ouais, Respire. ouais. Des belles marques qui sont passées toutes au moins une fois sur The Braderie. Non. Enfin, je t'ai cité Bah, quasiment j'espère bien que la que des prochaine. marques qui sont pas venues. Non, Jimmy, on a déjà fait un truc ensemble, mais pas une vente vraiment. Respire, on avait fait des ventes associatives ensemble il y a quelques années. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. Jonac, on a travaillé avec eux pas mal de fois. Et Kabaya, on n'a jamais fait. Je pensais à Martin aussi. Ouais, Qui Martin, est... ils sont trop forts. Ah non, mais eux, C'est une c'est des machine monstres. de Ouais, guerre. c'est des monstres. Non, mais Eux, c'est des monstres. Les mecs, ils ont craqué le game. Mais je te dis, on est des piètres investisseurs avec Edouard. On a mis quelques tickets dans des startups, mais c'est. Alors, il y en a quelques-unes qui se passent bien, mais on a majoritairement pris défaut. Et je vais te dire, mais on est nuls parce que on les connaissait, Martin euh, j'ai pas le deuxième. Mais moi, je connais surtout Martin. Martin et, Thibault. et, Big up à lui. et en fait, enfin, ils étaient super forts à l'époque. C'était Opérationnellement et en deux média ads. média ads super forts, etc. Et en fait, on s'est dit non, on n'investit pas, je sais pas pourquoi. Et bon, évidemment, ça aurait été le meilleur investissement de notre vie. Donc, belle erreur. Une prochaine, Ouais. c'est que par Turamis. Dernière question, hyper simple. Si tu devais résumer là ton aventure entrepreneuriale sur un emoji, tu prendrais lequel? Je pense que je prendrais deux potes comme ça qui se tiennent là. Ah, Ouais, je quand vois que même. c'est lequel. En vrai, honnêtement, c'est avant tout une aventure perso avec Edouard de fou. Tu vois. Honnêtement, on est passé par des moments très hauts et très bas ensemble depuis 15 ans. Il y a eu quand même beaucoup de galères et en vrai, il y a eu des moments de ouf plus récemment. Mais on se dit souvent, en fait, c'est tout le kiff de cette aventure, de The Braderie, en dehors du succès commercial, etc. Mais c'est juste de se dire, putain, en fait, tous les moments de down, on les a vécus à deux, donc tu les partages, donc tu te tires vers le haut dans les moments un peu plus difficiles. Et tous les moments de kiff, en fait, ils auraient été tellement moins kiffants si on était seul. Tu vois, après, nous, on a toujours été habitués à faire ça, mais j'avoue que en fait, les moments, le Sandro, quand on fait 1 million en 2 heures, bah, en fait, si j'avais pas eu appelé Edouard, bon, bah oui, j'aurais été trop content. Mais t'es trop content de toi-même. C'est pourri d'être trop content de soi-même, tu vois. C'est nul, tu vois. Genre, ce qui est trop bien, c'est d'être trop content avec l'autre, pour l'autre. Enfin, tu vois, c'était ça qui était kiffant. Donc, voilà, ouais, ça, L'accolade, le l'emoji emoji accolade, accolade. bien entendu. Bah, je te souhaite et je vous souhaite à Edouard, à toi, d'obtenir le marché des US le plus rapidement possible et de le Ouais, craquer merci. et de continuer à avoir une super DA, une super marque comme vous faites. Et encore merci d'être venu sur Merci beaucoup la à série toi. Les Coulisses et je te dis à très bientôt, Tim. À très bientôt. Merci beaucoup.